j'ai vraiment observé et tapé sur internet qui fait quoi, comment, si je tape massage Cap-Breton parce que j'habitais dans les Landes à ce moment-là, qu'est-ce qui sort en fait, et qu'est-ce qui se fait, comment la personne elle se fait connaître finalement. Et je me suis beaucoup appuyé sur tous les retours. Je me suis imposé de noter tout ça, d'avoir tous les retours, de demander aux gens. Je trouve que c'est primordial de sentir, de savoir comment. Ouais, parce clairement. que j'estime qu'on vient pas voir un praticien par hasard. Pourquoi ils viennent chez moi et pas chez quelqu'un d'autre, c'est important de le savoir. Comment on trouve ses clients, c'est comme ça, en sachant quelles sont notre particularités. Vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise et vous avez du mal à trouver vos clients. Vous vous sentez souvent découragé par les défis de la prospection. Eh bien, je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls. La prospection est une étape cruciale pour la survie et le développement de votre entreprise. Heureusement, il existe une multitude de façons de prospecter. Et il y a forcément une méthode qui vous correspond. C'est pour cette raison que j'ai créé ce podcast, afin de rencontrer différents types d'entrepreneurs, chefs d'entreprise, pour découvrir leur stratégie, leur méthode, leurs témoignages. Et qui sait, cela pourrait bien transformer votre approche de la prospection et rendre cette étape beaucoup plus accessible. Je m'appelle Aurélien Ibarart, je suis le fondateur de ce podcast et également de Nisnea, une société spécialisée dans la réalisation de vidéos pour les entreprises. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute ou un bon visionnage et à vous laisser guider dans ce phare dans la nuit qui va vous permettre de trouver votre propre chemin vers le succès de la prospection. Bienvenue dans l'Odyssée des opportunités. Dans cet épisode, découvrez Kumiba Josuvi, ancienne athlète de haut niveau en rugby, devenue thérapeute spécialisée dans le massage. Elle nous raconte les défis du sport féminin, le manque de soutien pour les soins corporels des athlètes et son déclic en Nouvelle-Zélande. Elle nous partage comment elle a commencé en démarchant des kinés, participant à des événements sportifs et en travaillant dans des campings. Progressivement, elle a perfectionné sa stratégie en créant un site internet, optimisant son profil Google My Business et en misant sur le bouche à oreille. Kumiba insiste sur l'importance de l'authenticité pour attirer les bons clients en ajustant son offre au fil des retours clients et en restant fidèle à sa vision du massage comme soin global et personnalisé. Elle évoque aussi la vidéo comme un outil efficace pour donner un aperçu de son approche et toucher un public aligné avec ses valeurs. Pour Kumiba, il est essentiel de se connaître et de se démarquer afin de créer un lien durable avec des clients qui partagent sa vision du bien-être. Une discussion qui dévoile une démarche sincère et engagée. Eh ben, bienvenue à toi dans ce podcast L'Odyssée des opportunités. Merci. Je suis ravi de te retrouver là. Merci d'avoir accepté de passer dans ce podcast. Avec plaisir. Ouais, je trouve ça intéressant parce que toi, t'as une carrière de sportif à haut niveau. En plus, après, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Je suis sûr qu'il y a plein de choses qui peuvent être couplées l'un et l'autre. Ouais. Ouais, tout à fait, il y a plein de parallèles à faire. Ouais, super. Eh ben écoute, donc merci d'être dans le podcast L'Odyssée des opportunités. Le podcast va donc se dérouler en 3 parties. Première partie, la découverte. Dans cette première partie, plongeons dans l'histoire de notre invité. Deuxième partie, à la conquête des clients. C'est le cœur du podcast. Troisième partie, l'impact de la vidéo pour développer l'entreprise. C'est ce que vous allez découvrir tout au long de ce podcast. Et commençons dès maintenant avec la première partie, la découverte. J'ai plus qu'à vous souhaiter bon visionnage ou bonne écoute. Eh bien, on commence avec la première partie. Est-ce que tu peux nous parler un peu, est-ce que tu peux déjà nous dire ce que tu fais? C'est quoi ton activité? Voilà, nous présenter un peu ton activité, te présenter toi et ton activité. Alors, moi, je suis donc Kumiba Josuvi, j'ai 42 ans, et donc ça fait 8 ans que je suis thérapeute. J'utilise comme outil principal le massage. Ok. Voilà, donc le massage, il va avoir plusieurs entrées. Le massage vraiment axé sur la récupération du sportif, ça c'est dû à mon passif, tu l'as souligné, et c'est ce qui me parle vraiment énormément. Et j'ai trouvé que moi j'en ai eu besoin et que ça m'a beaucoup manqué. Et peut-être qu'on y viendra, mais j'ai eu des expériences, notamment à l'étranger en Nouvelle-Zélande, qui m'ont bien montré que ça faisait partie intégrante de la préparation du sportif de haut niveau. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que tu dis que toi, en tant que sportif de haut niveau, t'as manqué ce côté bien-être du sportif, c'est ça? Enfin, le massage, c'est ça? Ouais, on est même au-delà du bien-être, justement. Et c'est vraiment l'amalgame qu'on fait en France
que c'est une récompense, que c'est plus un cadeau plaisir, alors qu'en fait, ça fait partie intégrante de l'entraînement. Ouais, bien sûr. Ok. Et donc, tu fais ça pour le sportif, mais c'est un peu après pour tout type de personnes, les massages que tu proposes? Oui, tout à fait. Alors, l'autre entrée, c'est le massage qui va être vraiment pour de la reconnexion. On a tendance à être très speed dans nos vies, très stressé, etc. Et c'est un moment qu'on va prendre pour refaire redescendre tout ça et revenir dans le corps et dans la matière. Pour ne pas être que dans la tête, à penser, la charge mentale. On en parle depuis une bonne décennie maintenant, voire plus. Et le massage permet justement de rassembler tout ça. Mais c'est à viser de soin quand même parce que ça permet justement de bien vivre sa vie en fait. Et d'avoir les outils de rendre le corps et la tête disponibles pour la suite. Ok, super. Donc du coup, carrière de sportive, est-ce que tu peux nous parler un peu, ok, depuis tout à l'heure je dis carrière de sportive, j'ai pas encore dit quoi. Est-ce que tu peux nous dire un peu, qu'est-ce que tu faisais en tant que sportive? Alors, en tant que sportive, le sport que j'ai pratiqué à haut niveau, c'est le rugby. J'ai fait du rugby à 15, du rugby à 7 pendant une bonne dizaine d'années. Juste avant, j'ai fait 10 ans de basket. Oui, à la base, je me prédestinais pas à une carrière de sportif de haut niveau. J'avais un bon niveau en basket, mais avec mon mètre 72, une bonne détente certes, mais en National 2, quand on commence à recruter des Russes, je fais plus le poids. Ok. Ok. Et donc du coup, comment donc basket, donc pas du tout à haut niveau, et comment tu te retrouves au rugby à haut niveau? Tu vois, c'est quoi la bascule qui a fait ça? En fait, la bascule, c'est une initiation au rugby en STAPS, à la fac des sports, par Yannick Nyanga. Pour ceux qui ont la référence, c'est un ancien joueur de Toulouse, du Racing, de l'équipe de France aussi, Yannick Nyanga. Avec Dimitri, je vais éviter de dire le nom parce que je l'écorche à chaque fois. Voilà, ils étaient encore en Pro D2, il me semble, à Béziers. Et donc, à Montpellier, ils ont fait une initiation rugby. J'ai adoré, vraiment, je me suis dit, waouh, c'est quand même sympa. C'est pour toi, quoi. Ouais, parce que, on le sait qu'au basket, le contact, en tout cas, il y a 20 ans, il était moins toléré que maintenant, parce que j'ai vu des matchs, notamment au JO, là, il y a quand même une sacrée tolérance, une sacrée évolution. Mais à mon époque, c'était pas toléré, donc je sortais régulièrement pour 5 fautes. C'était assez frustrant. Donc, de découvrir le rugby où tu peux mettre des coups, tout simplement. En fait, ça fait partie du jeu. Bon, c'était quand même une belle opportunité. Mais, Aurélien, ça s'est pas fait comme ça tout de suite. En fait, moi, j'ai adoré, mais j'avais quand même cette espèce de pression sociale de me dire, mais est-ce que ça se fait? Est-ce que les filles jouent au rugby? Est-ce que c'est pas trop t'avais vraiment cette sensation de se dire que c'est fait pour les hommes et pas pour les femmes. Oui, j'avais peur des qu'en dira-t-on, des a priori, etc. Donc, moi, j'ai poursuivi mon parcours sportif et scolaire, puisque je suis parti en Belgique, j'ai fait une année d'études en psychomotricité, etc. Et je continue à jouer au basket, en fait. Mais par contre, en redescendant, il se trouve que j'ai rencontré des joueuses de l'équipe de Montpellier. Et elles m'ont proposé de venir faire un essai. Super. C'était un essai sur la plage, donc sans contact, le chat et la souris. C'était en toucher, c'est ça? C'était en touch. Et du coup, en beach rugby, la même sensation que j'avais eue la première fois, vraiment l'éclate, le truc. Trop bien. C'est chouette, quoi. Et donc, du coup, ça s'est poursuivi comme ça. Hein. De la plage, je suis passé au terrain sans contact, puisque c'était la prépa d'avant-saison. Et puis, contact. Et là, je me suis dit, ah ouais, peut-être pas sûr, avec des grands plaquages engagés, etc. Mais j'ai dépassé ça, je me suis dit, quand même, ça a l'air quand même chouette. J'ai vu les protections, j'ai pris mes protège-dents, mon casque, le protège-tibia. Je crois que j'avais toute la panoplie au début. Et ça m'a permis de me lâcher, de me dire, allez, explore ce sport-là. Tu te sens un peu protégé, donc du coup, t'as un peu moins peur d'y aller, quoi. Exactement. Donc ça s'est fait comme ça. Donc ça date de 2006 et j'ai 23 ans. J'ai que 23 ans, ou déjà 23 ans, ça dépend comment on se place. Mais en tout cas, j'ai commencé le rugby, j'avais 23 ans, au club de Montpellier. Elles étaient en première division. Donc, j'avais pris une licence basket cette même année, parce que je me suis dit, moi, mon but, c'est de me faire plaisir le week-end et de jouer. Si je suis pas prise, parce que c'est de la première division, ça va être compliqué. En gros, j'ai fait 2 matchs de basket cette année-là, et j'ai beaucoup joué au rugby. Donc, j'ai définitivement lâché le basket.
Ok. Et du coup, donc après, petit à petit, t'es monté jusqu'à arriver en pro, c'est ça? Alors en fait, à l'époque où moi je jouais, le rugby féminin n'était pas professionnel. Ok. Donc c'est vrai que le rugby de manière générale, c'est arrivé tard hein, dans le milieu pro. Hein. Tout à fait. Les hommes aussi d'ailleurs. Ouais. Et en général, le virage se fait dans la décennie qui suit, mais chez les filles, ça s'est pas passé du tout comme ça. Donc encore maintenant, vous avez juste un petit panel de joueuses qui vont être professionnelles, mais sinon les autres ont toujours un statut amateur. Ok. Donc moi j'avais ce statut-là, donc première année à Montpellier. Première division, premier titre. En 2006, on est champion de France. Trop bien. Et c'est le plus haut niveau. Au-dessus, il y a l'équipe de France. Et sauf que moi, je poursuis aussi mon projet professionnel. Je suis diplômé et je me dis, bon ben... Tu faisais quoi en parallèle? Donc moi, j'étais intervenant en sport adapté. Ok. Avec cette spécialisation en psychomotricité. Et j'ai trouvé un travail dans le Gers, à Saint-Blancard, dans un centre de rééducation fonctionnelle qui accueille des traumatisés crâniens en phase d'éveil. Ok. Donc, c'était une opportunité professionnelle que je ne voulais pas louper. Donc, je me suis retrouvé à plus de 600 km de Montpellier. Donc, j'ai arrêté le rugby à Montpellier. Je suis passé à Saint-Orens à l'époque. C'est l'équivalent de Blagnac maintenant. Ok. Voilà. Donc ouais, j'ai continué le rugby, mais c'était la division en dessous, l'équivalent de la Pro D2. Ok. Et j'ai poursuivi mon projet professionnel où vraiment c'était une expérience incroyable. Et j'ai fait qu'une année à Saint-Au. Et après, je suis parti à Lons. Donc, j'habitais Saint-Gaudens et je faisais 1h15 de route pour aller m'entraîner à côté de Pau. Ok. Voilà. Ah ouais, motivé, hein. Très motivé. C'était de nouveau de la première division. Donc, au bout de 3 ans, et c'est là que je connais mes premières sélections. Mais déjà, les premiers stages. Premier stage, je suis en équipe de France à réserve, parce qu'à l'époque, ça existait. Ensuite, j'ai fait aussi mes premiers tournois de rugby à 7. Je pars à Dubaï cette année-là. Donc, puis en fait, à partir de là, je rentre dans le circuit international. Ok, donc, super. Au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans, tu rentres dans le vrai rugby pro. T'étais pro à ce niveau-là? Non, toujours pas. Toujours en fait, il y avait est-ce qu'on peut parler de rémunération? Je dirais même un défraiement. En fait, je me dis, parlons-en, tu vois, tant qu'à faire, c'est hyper intéressant d'en parler, de voir, ok, dans le rugby féminin, est-ce qu'on peut vivre du rugby, tu vois? Donc, est-ce qu'il y a une rémunération? Vas-y, parle-en, ouais. Alors, ça va être... Je vais vous faire le parallèle. Ouais, vas-y. Donc moi, comme je vous l'ai dit, 2006, 2007, on va dire 2008... j'ai commencé vraiment à rentrer dans le circuit international, on va dire vraiment. Hein. Donc déjà en club, il faut savoir que c'était plutôt un défraiement pour mes trajets. En gros, j'avais une déduction d'impôts, etc. Donc, mais j'avais pas de salaire, pas de prime de match, rien. Ah ouais. D'accord. Ça, déjà, le plus haut niveau du rugby. Il faut imaginer que c'était l'équivalent du top 14, d'accord ? Rien. Donc, je travaille à côté, etc. Donc, je pars en sélection. Là, en sélection, l'équipe de France, on a un contrat avec la Fédération française de rugby sur les moments où on y est. Donc, sur les journées où on y est, on était payé 150 € net, il me semble. Ok. Je sais plus si c'est du net ou du brut, mais bon, en gros, c'est 150 la journée. Oh, ouais. C'est que dalle, hein. Alors que t'es dans le top du top, quoi. Ok. Voilà. Hop, on fait un bond en avant. On est en 2024. Je dirais même que ça fait, on va dire, avant 2016, avant les Jeux de Rio, les filles de l'équipe de France à 7 passent professionnelles. Ok. Là, elles sont toutes à Paris, elles ont des contrats, des salaires, elles font que ça. Ok. Donc c'est déjà une évolution. Ouais. C'est une première évolution et c'est un panel d'une trentaine de joueuses. Ouais. Ensuite, à côté de ça, vous avez l'augmentation des fameux 150 pour les joueuses à 15, mais qui ne sont pas encore professionnelles. Puis le temps avance, je pense que 4-5 ans après, pareil, il y a un panel d'une trentaine de joueuses qui ont un contrat semi-pro avec la Fédération française de rugby. Ok. Ça veut dire que du coup, elles sont payées par la Fédé. Après, libre à elles, en fonction du temps qu'il leur reste, de soit poursuivre leurs études, soit de poursuivre leur projet professionnel. Ok. Donc, ces trentaines de joueuses-là peuvent vivre du rugby, mais pas les autres. Ouais. En fait, tu te rends compte que c'est quand même très, très compliqué si c'est vraiment un sport qui te fait vibrer, notamment en tant que femme, clairement, t'en chies, quoi, parce que même toi, en fait, t'étais à haut niveau et t'étais obligé de taffer à côté. Et donc, en fait, je me dis, tu peux pas être 100% impliqué dans le sport et donc tu peux pas être à ton top niveau au final, parce que j'imagine qu'en plus toi t'as le trajet, donc t'as la fatigue du trajet, t'as les entraînements, mais tu gagnes pas d'argent, donc faut que t'ailles travailler à côté, donc t'as la fatigue. Je sais pas si à ce moment-là, j'ai certainement pas, mais tout le staff autour pour
ton bien-être, tu vois, te sentir être vraiment en bonne condition, massage, etc. Même préparation mentale, qui aujourd'hui, c'est devenu hyper important. J'imagine qu'à cette époque-là, c'était pas trop ça. Et t'imagines que quand même, avec ça, il faut avoir un mental d'acier pour arriver à, tu vois, à faire ça et se dire, bon, bah, je continue parce que ça fait vraiment vibrer, parce que sinon, à part ça, bah, j'ai rien, tu vois. Clairement, tu l'as dit, il faut avoir un mental d'acier, il faut être déterminé. Ouais. Faut être déterminé à savourer sa passion, parce qu'on ne fait pas ça pour l'argent, clairement. Ouais. On fait beaucoup de sacrifices qui ne sont pas forcément... je peux pas dire rendu, parce que l'idée, c'est pas... Enfin, ça reste un choix qu'on fait. Ouais. Mais faut se rendre compte que voilà ce qu'on met dans la balance, quoi. C'est pas juste on se fait plaisir, on court derrière notre ballon et on est content parce qu'on peut profiter. Ça va un peu plus loin, quoi. Ouais. Ça va un peu plus loin et c'est pas pour rien qu'on dit que ça marque une carrière de sportif de haut niveau. Ça marque à plein de niveaux, physiquement aussi. Moi, j'ai tous ces trajets dont je parle, 1h15 de route, ça fait 3 heures aller-retour pour aller à un entraînement. Quand vous en avez 3 dans la semaine et que vous vous déplacez le week-end pour le match, c'est énorme. Voilà, donc 2011, j'ai une fracture, une grosse fracture. Bon, alors oui, il y a double plaquage, mais clairement, je pense que je suis à la fois au plus haut de ma forme, mais à la fois, je pense que c'est aussi... comment dire, pour en être là, j'ai trop lâché. J'ai trop donné. Et clairement, je l'ai payé cash, quoi. Okay. Donc j'ai une double fracture de la cheville. Je mets 9 mois à m'en remettre. 1 an à retrouver mon meilleur niveau. J'ai énormément appris pendant cette phase-là. Okay. Ce qui m'aide aussi encore maintenant dans mon approche du massage. Ok. Parce que oui, il se passe beaucoup de choses physiquement, mais dans la tête aussi. C'est tout un monde. Hein. Ouais, bien sûr. Et du coup, là, maintenant, je suis curieux de savoir comment tu en es passé de joueuse à haut niveau à l'entrepreneuriat. C'était quoi qui a fait que tu es passé de l'un à l'autre, tu vois? En fait, c'est vraiment la vie les enchaînements, et moi, j'ai saisi l'opportunité parce que, de toute façon, c'était juste pour moi. Donc, quelque part, c'était presque une évidence, en fait. Mmh. Je le disais tout à l'heure, je l'ai évoqué, je suis parti en Nouvelle-Zélande après la Coupe du Monde en 2014. Ouais. Parce que mentalement, c'était important pour moi de vivre le rugby différemment. Mmh. Ça a été un sacrifice énorme, ça a été beaucoup de comment je pourrais dire ça, de rebondissement. Ouais. Coupe du Monde, j'ai fait une Coupe du Monde à 7 en 2013 et la Coupe du Monde à 15 en 2014. Donc, beau parcours quand même. J'ai beaucoup donné et ça a été une année extraordinaire, mais coûteuse, psychologiquement parlant. Et donc, j'avais pas envie d'arrêter de jouer, mais j'avais besoin de le vivre différemment. Donc, je suis parti en Nouvelle-Zélande. Quoi de mieux pour c'est clair. Pour un joueur de rugby. Et donc, j'ai fait mon expérience, mais j'ai aussi voyagé. Et je me suis retrouvé à un entraînement des Crusaders. Ok. À Christchurch. Et là, moi, j'avais pris des billets pour le match du week-end. Hein. Et c'était très tôt dans la semaine, donc c'était pas le dernier entraînement. Et au bout de 20 minutes, je vois Richie Mako sortir du terrain. Là, déjà, je me dis, il se passe un truc. Au bout de 45 minutes, c'est Dan Carter qui sort du terrain. Et là, je me dis, non, ils sont blessés, qu'est-ce qui se passe? Comme ils sont hyper accessibles, il y a tout le staff au bord du terrain, je vais voir la doc et je lui parle. Et là, elle éclate de rire. Je lui dis, ils sont blessés. Elle éclate de rire. Et là, elle me dit, mais on n'est pas en France. Ici, vous aimez bien jouer tout strappé, là, tout blanc, avec votre strap. Nous, on protège nos joueurs. Et elle me dit, tu as vu l'âge qu'il a, Richie Mako? Elle dit, il sait jouer, il n'a pas besoin de plus, là. Donc, en fait, ça m'a allumé plein de lumière en me disant, mais tu m'étonnes. C'est pas trop demandé. Tu préserves la santé, le bien-être physique des joueurs. Ouais. Et au final, ils peuvent avoir une carrière, j'imagine, beaucoup plus longue. Ils sont beaucoup plus performants. Clairement, je crois que tout le monde se souvient de la Coupe du Monde. Richie Mako qui grattait tous les ballons. Il était partout. Alors, mais on dit ce qu'on veut, il a triché, pas triché. Il fallait quand même courir pour être sur les points de fixation. Donc, il a recruté toutes ses capacités. Et ses capacités étaient préservées tout au long de ces années. Donc, ça, pour moi, ça a été un vrai premier révélateur. De me dire que cette dynamique et ce changement de nous, on joue, est-ce que tu peux courir ou est-ce que tu es blessé? On va se trapper puis on va voir après. Je parle de ça il y a 15 ans. Hein. Ouais, bien sûr. Enfin non, il n'y a pas 15 ans. On est en 2024. Ouais, c'était... Ouais, il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans.
il y a 10 ans, bon voilà, moi c'est comme ça qu'elle me l'a posé parce que voilà, je pense qu'elle suivait pas mal de ses joueurs, pas mal de matchs internationaux. Après c'est vrai, on a quand même beaucoup joué Strappé. On le voit, bon beaucoup moins maintenant, mais c'était presque c'était une fierté avant. Ouais, c'est en mode je suis cassé mais j'y vais quand même. Exactement, on voit, il y avait les arcades ouvertes avant qu'ils mettent le règlement sur dès qu'il y a saignement, faut sortir. Avant ça, tout le rugby d'avant, c'était quand même ça, quoi. C'est de la boucherie. Voilà, un petit peu, je joue les doigts cassés, c'est pas grave, on se trappe et on y va. Bon, voilà. Je dis pas que il faut jamais le faire parce que c'est comme ça, c'est quand on a mis des mois et des mois pour travailler, qu'on est une pièce maîtresse du jeu, etc. Mais quand on joue les phases finales, ou une finale de Coupe du Monde, quelque part, on se dit, tant pis, ça vaut le coup. Ouais. Mais un bête match, un match de championnat, je suis désolé, à un moment donné, on parle de la santé du joueur, etc. Voilà, maintenant on y est. Plus ça va et plus on est attentif à ça. Je dis pas que c'est encore 100% optimal, mais on y vient. Et du coup, voilà, ça m'a éclairé sur la santé du joueur, la prise en compte du corps, ça fait partie de l'entraînement. Parce que du coup, bon, je passe tous les détails, mais j'ai beaucoup discuté après avec tout le staff. Et quand je suis rentré, que je me suis formé, je me suis dit, voilà, ça va être intéressant de pouvoir proposer ça. Parce que du coup, j'ai observé un peu le paysage et ce qui se faisait ici. Donc, tu as fait une grosse phase d'observation. Ouais. J'ai beaucoup observé, tout en me formant, etc. Moi, j'ai fait un DU en hydrothérapie et pratique des soins de massage. Ok. Et donc, j'ai commencé par travailler en thalasso. Suite à mon stage, etc. Donc, j'ai bossé en thalasso, j'ai vu un peu. Bon, je me suis dit, mais à la chaîne, et que quelque part, voilà, c'est un client qui a payé une presta, tu lui fais sa presta et il s'en va. Toi, ça t'allait pas. C'était pas dans tes valeurs. C'était intéressant pour me faire la main, ça va de soi. Pour voilà, tous les petits à côté, de voir un petit peu tout le matériel qu'il faut, etc. Enfin, comment ça peut s'organiser. Les tarifs, faut pas se mentir, c'était intéressant de voir aussi. Clairement. Qu'est-ce qui se pratique en thalasso, qu'est-ce qui peut se pratiquer en extérieur, etc. Et petit à petit, au bout de même pas un an, quoi, je me suis dit, allez, j'y vais. Comment je fais, quoi. Mais j'y vais. J'y vais pour moi et ce sera plus confort. C'était il y a combien de temps ça, quand tu t'es dit, allez, maintenant j'y vais, je le fais pour moi? 2016. 2016. Ok. Ouais. Ok. Et donc depuis 2016, après 2016, tu t'es lancé à ton compte, c'est ça? Tout à fait, ouais. À partir de 2016. Et depuis 2016, c'est ton parcours toi en tant qu'indépendant, quoi. Exactement. Ok, super, super intéressant. Écoute, ça fait 20 minutes, donc c'est pas mal sur le timing. Ouais. Et maintenant, du coup, je t'invite à passer à la deuxième partie. Allez. Maintenant, passons au cœur du podcast avec la deuxième partie, à la conquête des clients. Ok, super. Écoute, c'est quand même un beau parcours que tu as, notamment dans l'esprit sportif. Notamment, j'aime beaucoup l'idée que découvrir ce qu'on fait à l'étranger. Et moi, j'ai eu un parcours un peu similaire, mais quand je suis parti vivre en Irlande, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses, sur la santé, sur le bien-être, et je me suis rendu compte que il y avait plein de choses qu'on pouvait faire différemment, où on avait la chance en France de certains éléments qu'on avait, et je trouve que partir à l'étranger, c'est vraiment formateur. Donc c'est génial que tu aies fait ça. Et donc du coup, ça t'a ouvert au final à te lancer à ton compte en 2016. Et donc ma grande question, c'est ok, tu te lances en 2016. Comment tu fais pour trouver déjà tes premiers clients? Tu vois, c'est quoi un peu ta stratégie? Est-ce que tu vas un peu au pif? Voilà, comment tu fais? Alors en fait, quand je me suis lancé, clairement, moi je suis pas du tout de ce milieu de l'entrepreneuriat. Comme beaucoup. Donc, on a un savoir-faire et on se dit, j'ai un savoir-faire, je me dis, c'est intéressant de proposer comment tu fais pour te faire connaître. J'ai fait des cartes de visite, j'ai fait des flyers et je me suis dit, je vais mettre massage bien-être, j'ai mis des bougies et tout ça. J'ai fait le truc tout à fait cliché qui correspond au massage. Ok. Surtout, je suis rentré vraiment dans cette dynamique de comment le français voit le massage. Okay. Il le voit comme ce que je disais au tout début, c'est une récompense, un cadeau. C'est pas que pour le sportif, okay. C'est une fois dans l'année pour se faire du bien. Et la plupart du temps, c'est quelqu'un qui nous l'offre. Ouais, c'est vrai. Non, mais oui, clairement. Ouais. Le cadeau de Noël ou pour l'anniversaire, non, clairement. Donc, je commence là-dessus. Je fais du domicile. C'est laborieux. Je vais être honnête, ça a été très laborieux. Franchement, parle avec toute honnêteté. Ça a été laborieux. Laborieux parce que, effectivement,
Il y a un pic à Noël parce que effectivement il y a plein de bons cadeaux. Il y a un pic pendant la saison estivale parce qu'on est une région qui attire du monde. Et après. Donc en fait, j'ai juste tendu l'oreille. Je me suis dit bon, là ça va être compliqué. Comment ma question c'est comment t'as fait au départ? Ok, t'as fait tes cartes de visite, tu les as données à qui, où, tu vois? J'ai couvert parce que bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un parcours en santé quand même. J'ai travaillé en centre de rééducation, etc. Donc ça t'a ouvert quand même des portes. Ça m'a ouvert des portes, ça m'a ouvert des comment on appelle ça, des idées. Ça m'a donné des idées surtout. Okay, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de démarcher les kinés. J'ai démarché en disant que voilà, le massage peut être très complémentaire de ce qui se passe en kiné, etc. J'ai pris des grosses portes. Mais bon, j'ai posé des cartes dans les salles de sport, dans les différents cabinets. Puis après, j'ai créé un site internet. Je l'ai fait moi-même parce que j'avais pas les moyens de payer un comment on appelle ça, un webmaster. Donc voilà, il était ce qu'il était, hein, mais bon. Ouais, mais au moins t'as pas attendu que ce soit un truc parfait, tu l'as fait. Exactement. Je me suis dit qu'est-ce qui se fait. Et en fait. Tout en parallèle de je fais ce que je peux faire, j'ai vraiment observé et tapé sur internet qui fait quoi, comment, si je tape massage Cap-Breton parce que j'habitais dans les Landes à ce moment-là, qu'est-ce qui sort en fait et qu'est-ce qui se fait et comment la personne elle se fait connaître finalement. Et donc c'est comme ça que j'ai vu le Google My Business, il est juste incontournable. La question elle se poserait plus maintenant, ça fait 8 ans, mais il y a 8 ans voilà. Donc j'ai ouvert ça, un Google My Business, un site internet et j'ai déposé des cartes à gauche à droite. Et puis le temps il passe et ce qui m'a beaucoup aidé c'est que j'ai bossé dans un camping. J'ai pu proposer des massages dans un camping 4 étoiles dans les Landes et je me suis beaucoup appuyé sur tous les retours. Je me suis imposé de noter tout ça, d'avoir tous les retours, de demander aux gens ce qu'ils pensaient du massage. Exactement. C'est ça. Et pourquoi ils viennent là qu'en vacances. J'avais un massage sur 2, c'était le premier pour la personne. Donc du coup j'ai interrogé. Mais pourquoi c'est le premier pour vous? Comment ça se fait? Et du coup vous allez en refaire là ou vous allez attendre l'été prochain de me retrouver là? Et les 3/4 c'était je vais attendre l'été prochain pour vous retrouver là. Enfin ils le disaient pas spontanément parce qu'ils s'en rendaient pas compte, mais d'année en année. Parce que du coup je vais vite, mais tout ça c'est sur 3 ans. Hein, donc bien sûr. Donc pendant 3 ans, ça a été des phases où c'était un peu galère, quoi. Intense, pas intense, où je prends des outils, mais ça se densifie quand même. Petit à petit. Voilà, petit à petit, ça se densifie. Tu penses que ça se densifie par rapport au bout d'un moment, c'est que tu démarches, t'as un peu le bouche à oreille qui se met en place, ou c'est parce que tu continues de démarcher en déposant des cartes de visite un peu à droite à gauche dans des métiers connexes? Alors, il y a ça. Il y a aussi les salons. J'ai fait des salons, j'ai fait des événements sportifs type le beach rugby, tout ça. J'ai commencé à mettre et en fait, oui, on est visible du coup, mais ça restait quand même le client d'opportunité. Ouais. Et d'ailleurs, petite question, là, t'as fait des salons, t'as fait du beach rugby. Est-ce que tu payais pour aller dans ces événements? Est-ce que tu étais rémunéré? Tu vois, je me dis, il y a peut-être des gens qui vont regarder, qui vont dire, qui sont dans le bien-être, le massage, etc. Et ils peuvent se dire, ok, est-ce que c'est gratuit? Est-ce que je suis rémunéré? Est-ce qu'il faut que je paye ma place? Tu vois, toi, dans ton cas, c'était quoi? Moi, j'ai fait des salons, je payais mon stand. Je faisais le choix de pas faire de massage sur le stand. Et de faire d'expliquer ce que. Ok, toi, c'est vraiment tu expliquais le concept. Mais j'expliquais le concept. Il a évolué entre le début massage, bien-être, bien-être les bougies et tout, le truc classique et ce vers quoi j'ai tendu. Parce que le fait d'avoir des retours, je me suis aussi aperçu que quelque part, les gens aiment aussi un massage profond. Les massages spécifiques. C'est-à-dire que, tous les kinés ne massent pas. Ils sont sur de la thérapeutique, c'est des massages thérapeutiques, etc. C'est par secteur, c'est-à-dire vous avez mal à la cuisse, ils vont traiter la cuisse. C'est normal. Mais ce que je disais en intro tout à l'heure, ça rend le corps disponible de faire un massage global. Le corps, c'est pas que la cuisse. Et le kiné, matériellement, n'a pas le temps. Et c'est pas sa vocation au départ, pour moi, de faire un massage global. Lui, il va se concentrer là où il y a la problématique du moment. Quoi. Exactement. Et c'est en ça que je dis que c'est très complémentaire, tout simplement parce qu'il faut les deux, en fait. Alors, bien sûr que un massage global, il sera moins dans la récurrence. On va pas le faire 3 fois dans la semaine. Mais
vous faites un massage toutes les 3 semaines ou 4 semaines sur une phase aiguë. Hein. Je parle là de personnes qui ont une pathologie chronique, par exemple. Hop, mais ça va rendre disponible toute la phase de rééducation derrière. Okay. Donc, j'ai commencé à mettre en avant ça. Okay. Cette différence-là. Et là, j'ai vu qu'il y avait une niche, clairement. Déjà sur le sportif pur, mais aussi tous ceux qui ont un métier avec des contraintes physiques, tous ceux qui sont dans un parcours de soins, qui ont besoin d'un complément pour rendre le corps disponible, tous ceux qui sont en phase post-burnout et tout ça, qui ont besoin de récupérer. Donc en fait, c'est là que vraiment c'est déterminé le massage. Je peux pas dire... comment on appelle ça ? Je suis pas kiné. Je suis pas... donc j'ai pas le droit de dire massage, soins, mais t'es très complémentaire. Mais on est là-dessus, on est sur un massage qui va être au-delà de... Si vous voulez, j'ai pas le protocole... c'est pas le californien qui va être le même protocole pour tout le monde. Ok. Et du coup, tout ça, donc... toute cette analyse que tu as pu faire, que, ok, il y a le kiné qui va faire un massage bien précis, toi, tu vas aller plus sur de la globalité. C'est vraiment que en faisant de l'analyse, en observant sur ces 3 années, tu vois, c'est comme ça que tu as déterminé tout ça. Parce que tu me disais que pendant le camping, tu posais beaucoup de questions. Est-ce que tu as découvert tout ça justement dans cette phase où tu as posé beaucoup de questions, tu as pu analyser, tu as pu faire ressortir un vrai besoin, parce que pendant cette phase-là, tu as analysé, c'est ça ? Alors oui, mais il y a aussi beaucoup de recherche, de lecture. J'ai continué, moi, à me faire masser pour sentir de quoi j'ai besoin, comment ça évolue, etc. Les différents types de personnes, mais ça c'est, pour moi, c'est le bassin le plus riche. C'est la personne que vous avez massée, comment elle est venue à vous, quel a été son besoin, qu'est-ce qu'elle a recherché spécifiquement sur Internet pour vous trouver vous. Toi, quand ils viennent te voir, tu leur demandes ? Oui. Ouais, à chaque fois ? Oui. Ok. Oui, pour moi, c'est indispensable, toujours maintenant. Je trouve que c'est primordial de sentir, de savoir comment... Ouais, parce clairement. que j'estime qu'on ne vient pas voir un praticien par hasard. Pourquoi ils viennent chez moi et pas chez quelqu'un d'autre, c'est important de le savoir. Et comment on trouve ses clients ? C'est comme ça, en sachant quelles sont notre particularités. Je trouve mes clients parce que je les trouve pas vraiment, ils me trouvent aussi. Mais parce que je me suis trouvé moi dans cette étiquette-là, dans ce paysage-là, des masseurs, il y en a la pelle. Qu'est-ce qui fait qu'on vient chez moi et pas chez quelqu'un d'autre ? C'est important. Et du coup, les gens, ils viennent pour toi, pourquoi ? Ils viennent chez moi parce que justement, on va être sur un accompagnement, une complémentarité et un massage global. Alors global, c'est peut-être même pas assez juste. Hein. Global, il faut entendre, quand je dis global, c'est je fais tout le corps. Mais il faut même capter que c'est du sur-mesure, c'est de l'individualisation pour chaque personne. La pression sur un sportif de haut niveau, elle n'est pas la même que sur un sportif plus amateur ou intermédiaire. La pression, elle n'est pas la même sur un 3/4 qu'un pilier, et ainsi de suite. Le temps que je vais passer sur une épaule ou une nuque, etc., il va pas être la même que pour une femme qui vient d'accoucher, etc. Okay. En fait, c'est vraiment ça, c'est individualisé. Pour moi, c'est indispensable. Et c'est... Voilà. Moi, je pense que si les gens viennent chez moi, c'est parce que il y a tout cet environnement-là, je prends ce temps d'écoute et d'écoute de la personne verbalement, mais d'écoute de la personne dans sa globalité, dans ce qu'elle ne dit pas, et dans ce que son corps dit. Et c'est une vraie lecture, ça aussi. Ouais, non, c'est intéressant. Et du coup, l'autre question que j'avais en tête derrière, c'était comment, en fait, du coup, comme tu poses toutes ces questions, c'est quoi, toi, qu'est-ce qui fait que les gens viennent te voir ? C'est par le site internet, c'est par Google My Business, c'est par les avis, tu vois ? T'as déterminé que c'était comment ils arrivaient à te trouver, tu vois ? Là, maintenant, je pense que je dois être à 50% du bouche à oreille. Ok. Et l'autre partie, c'est effectivement mon site internet ou mon Google. Un des deux, je sais, des fois ils me disent Internet. Et je dis oui, mais Internet, c'est large. Il y a les réseaux sociaux, il y a le site Google My Business. Et j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'ils ont tapé exactement, qui fait que... Parce que toi, ton site, tu avais fait du référencement ou pas du tout ? Non. Pas du tout, ok. Toi, t'as fait ça en sachant pas trop. Et donc, du coup, il y a des gens... Je l'ai retravaillé depuis. Hein. Ouais, bien sûr, ok. Je l'ai retravaillé, j'ai acheté un nom de domaine, etc. Enfin, c'est tout bête, mais... Bon, voilà, ça, je sais que ça au départ, tu avais fait sur un site gratuit type oui, Wix. Voilà, exactement. Donc, tu as dans la barre, Wix, Wix, machin.
On sait que c'est parce que voilà, la personne elle est sur un démarrage, que voilà, ça fait, de toute façon ça fait moins pro quand t'as un point Wix. Hein. Mais tu démarres, c'est pas grave. Tu démarres. Exactement. T'attends pas que ce soit parfait. Non mais c'est très bien, de toute façon c'est ce qu'il faut. Hein. Ah oui, là, moi je pense vraiment que si on attend que ce soit parfait, déjà on se lance jamais. Non, voilà, on se lance pas. Faut être honnête, on se lance pas. Donc faut y aller en tâtonnant, mais en ayant à l'esprit que, encore une fois, comment on fait pour se démarquer dans tout ce paysage-là, c'est aussi parce que il y a du monde il y a de la demande et il y a du travail pour tout le monde. Mais pour moi, ça vaut le coup d'avoir une vraie personnalité, de pas se dire je vais faire du Koumi ou je vais faire du Intel ou du Intel parce qu'on l'a vu sur Insta et que machin, et qu'on pense que dans... Non, faites du vous. Faites du vous, et ça, c'est... Les gens viennent parce que vous faites du vous. Les gens viennent parce que c'est moi aussi. J'ai pas d'autres... Voilà. J'ai peut-être plus de crédit parce que j'ai fait une carrière de sportif au niveau et que je connais... Pour eux, je connais mieux le corps. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Je sais ce que ça fait d'avoir une grave blessure quand on est sportif de niveau. Je sais ce que ça fait d'imaginer qu'éventuellement on a une blessure, mais que peut-être on peut forcer dessus, ça passera. Mais que non, je sers aussi de garde-fou. Et je sais quel mot employer pour dire attention. Oui, ton passif de sportif a quand même façonné la masseuse que tu es aujourd'hui et toute ta compétence et ta connaissance, parce que tu sais les limites jusqu'où tu peux aller avec le corps et les limites du massage à ne pas dépasser, j'imagine, en fonction du type de personne que tu as aussi en face. Tout à fait. Il y a parce qu'il y a le profil physique, mais il y a le profil psychologique. Ouais. De quoi la personne a besoin. Est-ce que là, si je y vais bien plus fort, je lui fais un massage... Elle va sortir de la rincée presque émotionnelle, mais qu'elle va pouvoir avoir cet effet rebond derrière? Ou est-ce que là, à l'instant T, elle a besoin de quelque chose de bien plus cocooning? Quand je dis cocooning, attention, ma main, laisse qu'elle est, je mettais des bons raffus, voilà, j'ai une bonne main en fait. Donc on sent. Mais ça n'empêche pas qu'on peut être puissant et doux à la fois. Ouais, bien sûr. Voilà. Et ça, c'est ma particularité aussi. Donc, voilà. Est-ce que je lui fais un puissant doux ou est-ce que je lui fais un puissant? Puissant, du coup, quoi. Dormir 3 heures derrière et je compte sur l'effet rebond qu'elle aura derrière. Mais ça se jauge à l'instant, comment est la personne, et c'est à l'expérience aussi. Mais du coup, voilà, ce que je dis, c'est trouver votre personnalité, parce que ça, c'est propre à moi. Ouais, et ce qui est intéressant, et tu l'as dit, c'est vraiment... Mais ce que tu m'as dit, je trouve que c'est tellement pertinent de demander, quand tu as un client qui vient, une personne, à chaque fois de lui dire « Ok, qu'est-ce que tu as ?» Ou peut-être sur un second temps derrière, bien sûr, pour le temps que ça infuse, mais en tout cas, de demander comment elle t'a trouvé, de demander qu'est-ce qui fait qu'elle est venue te voir, te demander après qu'est-ce qu'elle a aimé dans la séance que t'as proposée, parce qu'en fait, c'est une vraie mine d'or derrière pour... moi je m'imagine, derrière toutes ces infos que tu as, c'est des choses que tu peux mettre sur le site. Je pense après aux personnes qui voudraient faire du référencement sur Internet, du SEO, elles peuvent marquer ces mots-clés-là en marquant massage, mais avec ces mots spécifiques qui vont la faire ressortir sa singularité, tu vois. Tout à fait, parce que du coup, tu vas attirer à toi les personnes qui ont besoin de ce que tu proposes. Ouais. Mais il faut que tu proposes quelque chose de spécifique. Si tu proposes du massage, ok, ils vont peut-être venir chez toi, mais tu peux pas les fidéliser parce qu'ils vont se dire, ok, c'est cool. Mais ils cherchent un bon massage, ok, c'était bien. Qu'est-ce qui les empêche d'aller voir ailleurs après? Ouais. Je sais très bien qu'il y a des gens très fidèles qui reviennent, et c'est pas pour rien, c'est qu'à un moment donné, ça les empêche pas de faire d'autres massages ailleurs. Hein. Mais le jour où ils ont besoin de quelque chose de puissant, de connecté, et d'engager, qui leur permettent vraiment de se débarrasser d'une grosse tension, émotionnellement, de se libérer de quelque chose de profond, parce que, voilà, il y a des fois, j'ai juste mes mains posées sur le ventre. Pendant une grosse partie, parce qu'on sait que c'est aussi le deuxième, voire le premier cerveau, qui a émotionnellement besoin de lâcher un truc. On y est. Ok, on va faire plus de crânio parce qu'on sent que la personne, elle est trop dans sa tête. Et ainsi de suite. Et je peux le décliner. Et d'organes, les horaires, etc. Enfin, toute l'anamnèse, elle est hyper importante. C'est pas parce qu'on on est praticien en massage qu'on doit... En fait, c'est ça, c'est comment on se détache de cette image du massage que bien-être et qu'on rentre dans une dynamique de quelque chose de plus accompagnant. C'est le thérapeute. Mais on peut aussi choisir, c'est aussi un vrai choix qu'il faut faire. Moi, je sais que
vous n'allez pas venir pour les huiles qui sentent bon. J'utilise une huile un peu basique, c'est de l'huile d'amande douce en fait. Mais elle n'a pas un parfum démentiel. Hein. Elle sent pas mauvais, loin de là, mais voilà. Avec de l'huile d'arnica aussi en fonction, si le sportif, elle sent un peu meilleure, c'est sympa. Ok, c'est cool, mais les pierres chaudes, les machins, c'est génial. Même moi, je le fais aussi. Mais c'est pas ce que moi je propose. C'est pas ma cam. Mais dans tout le décor, mais il faut l'assumer en fait. Ouais, c'est ça qui va te démarquer. Exactement. Et justement, c'est la question que j'avais, c'est vraiment, tu dis justement, soyez vous-même. J'imagine que des gens qui ont regardé ou écouté le podcast, ils vont dire, ok, mais comment je sais qui je suis? Tu vois, comment je sais ma différence, ma spécificité? Parce qu'il y a peut-être des gens, ils viennent tout juste de se lancer, tu vois, ils savent pas trop encore. Toi, est-ce que tu as vraiment su ça avec les retours clients, ou est-ce que tu as su ça même toi en pratiquant, j'en sais rien, peut-être en te disant, ok, qu'est-ce qui a fait que là, pourquoi ça a plu? Tu vois, comment toi tu as fait pour savoir, ok, pourquoi tu fais ça et qu'est-ce qui fait la différence, tu vois, chez toi? Je peux clairement pas dire à quel moment ça a fuité. Ouais. Mais il y a eu un jour, ça se fait pas en une fois, hein, mais il y a un moment où je me suis dit, mais en fait, tu fais exactement ce que toi t'aimes. Ok. Ce que j'aimerais recevoir, c'est ça que je propose. Tu donnes ce que toi t'aimerais recevoir. Exactement. Donc, je ne peux être que... Et est-ce que je sais le faire? Comment... Voilà. Et je sens, et je suis là, à cette écoute-là, et je propose ce que j'aimerais recevoir. Ouais, non, mais pas le dire autrement. C'est super pertinent. Ouais. Et est-ce que t'as vu à ce moment-là où tu t'es dit, ok, là, je suis aligné, je suis sur le bon truc, y a un vrai feeling, un vrai mood, quoi. Est-ce que à ce moment-là, t'as vu aussi que t'avais plus de clients, tu vois? Est-ce que ça a appelé beaucoup plus de clients, le fait d'être aligné en faisant ce que tu aimes, tu vois? Oui, clairement, il y a un switch qui se passe. Parce que justement, en fait, ça va de pair avec le soyez vous-même et les gens viennent parce que c'est vous, ou les gens viennent parce qu'il y a une spécificité. Ça va de pair avec je propose ce que j'aime, en fait. Et voilà, aligner, ça veut dire ventiler, vibrer. Il y a même des gens que je n'ai plus derrière ça. Mais ok, parce que c'était pas aligné avec eux, ouais. Parce que du coup, ils s'y retrouvaient plus. Mais ça, c'est juste aussi. Et c'est parfait. Moi, je veux pas des gens qui ont besoin juste de papouille quelque part. Mais encore une fois, je pense qu'il y en a vraiment besoin pour certains, mais ça sera pas moi. C'est intéressant. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est d'accepter de perdre pour recevoir. Et ça, c'est quand même une loi un peu universelle, c'est que si tu n'acceptes pas de laisser de la place, tu n'auras pas d'autres personnes qui vont venir. Et forcément, si tu fais venir les bonnes personnes pour toi, forcément, elles vont être contentes, elles vont en parler, bouche à oreille, etc., etc. Donc ouais, je trouve que ça, c'est hyper important d'accepter de perdre certaines personnes, d'accepter de changer pour être qui on veut vraiment, pour attirer finalement les bonnes personnes. Mais j'imagine c'est dur de se dire... Enfin, je sais pas comment toi tu l'as vécu, de me dire, ok, j'accepte de là d'avoir peut-être un instant T, moins de clients, mais par contre, ceux qui viennent, c'est vraiment aligné avec ce que je veux faire, quoi. Tout à fait. Et je l'ai vraiment senti, mais c'était tellement du kiff. Ouais. Quand vous en avez, j'invente, mais vous en avez 20, mais que sur les 20, il y en a 3 où vous êtes sur Mars et vous kiffez, bon, quelque part, il y a quelque chose qui vous tire vers le bas. Et quand vous en avez 10 et que vous kiffez sur les 8 ou 10, c'est pas le même monde. C'est pas pareil. C'est pas le même monde. Mais ce kiff-là, il se transmet, eux, ils savent, ils se disent, ah ouais, machin. Et on est et là, au risque de rabâcher, de radoter, mais on est sur... quand le bouche à oreille se met en place, les gens parlent, les gens, ils vibrent. Ils se disent, ah non, mais si tu vas là-bas, ça va être ça. Parce qu'eux l'ont vécu, et ainsi de suite, quoi. Et des fois, je sais qu'il y a des gens... moi, j'ai parlé de toi, mon mari, il viendra jamais. Ah bon, pourquoi? Ah ben parce que il a trop peur. Ok, et c'est la femme qui me dit ça. Ok, mais c'est ok, je préfère à la limite. Il a trop peur de quoi? Il a trop peur d'être connecté face à ses émotions? Il a trop peur de quoi? Mais ça, après, c'est juste, je préfère ça qu'ils viennent et qu'ils le vivent pas bien. Ouais, bien sûr. Et par contre, paradoxalement, des fois, il y a quelque chose d'un peu forcé parce qu'elle va lui offrir un bon cadeau, finalement il vient, il est un peu sceptique, et puis finalement, ça se passe bien. Ouais. Et enfin, mais c'est aussi ce jeu-là qu'il faut accepter, encore une fois. Du coup, toi, le ratio, justement, c'est intéressant ce que tu disais, le ratio de personnes, on va dire, qui vraiment, par rapport à ceux qui finalement s'y attendaient pas trop, c'est quoi un peu le ratio avec toi?
tu vois, de personnes qui viennent te voir. Tu sais, les gens qui viennent, on va dire, un peu en sachant vraiment à quoi s'attendre. Et est-ce que tu as quand même encore aujourd'hui des gens qui, peut-être par un bon cadeau, on leur a payé, Oui. tu vois, et ma question, c'est combien de ces personnes-là viennent un peu par hasard et combien finalement sont contents ou pas contents, tu vois, de ce qu'ils ont vécu? J'ai pas de stats à proprement parler, mais clairement, j'ai pas de réel retour de gens qui n'ont pas apprécié, même si on leur a offert et qu'ils n'ont pas, ils savaient pas à quoi s'attendre. Donc, ouais, au final, ils sont tous contents. Maintenant, c'est moins adapté à certaines personnes. C'est ça, plus dans l'idée? En fait, il y a des gens, on va leur offrir, c'est une révélation pour eux. Et c'est aussi une révélation dans la dynamique du massage. C'est-à-dire que si ça se trouve, ils ont que moi comme référence sur ce coup-là. Ok, d'accord. Donc, c'est cool, quoi. Et finalement, tant mieux pour moi, j'ai envie de dire. Et ça s'enchaîne comme ça. Il y a des gens qui ont déjà... J'ai dit, mais alors, qu'est-ce qui vous amène? Ah on m'a offert le massage. Ok. Et on vous l'a offert pourquoi? Vous êtes en vrac? Et là, ils vont me dire, non, mais moi, j'adore les massages, j'en fais plein. Ok. Ceux-là, une fois sur deux, soit il revient parce que finalement, il en a fait plein, mais c'est celui-là qu'il veut. Et que du coup, il s'arrête à moi et c'est cool. Et des fois, c'est pas qu'il a pas aimé, mais il continue. Et ça, c'est ok aussi. Ouais, je pense que je me suis mal exprimé tout à l'heure. C'était vraiment, je pense, ok, il y a des gens, ils vont vraiment dire révélation, c'est toi. Ou d'autres personnes qui aiment bien les massages, mais ils vont peut-être avoir des sensations différentes. Tout à fait. En fait, il y a de tout dans le monde. Donc, il y a des gens qui sont... c'est comme ça, ils adorent, je sais pas moi, ils adorent Bali, ils partent en vacances que à Bali, et ce sera toute leur vie des vacances à Bali. Et il y a des gens qui ont adoré Bali, mais qui vont aller en Thaïlande la fois d'après, qui vont aller en Malaisie la fois d'après, et ainsi de suite. Et pour moi, pour le massage, c'est pareil. C'est comme ça va être soit c'est moi, et finalement, parce qu'ils en ont pratiqué d'autres avant, et qu'ils décident que vraiment, ce sera pas possible autrement, ce sera moi. Et d'autres qui apprécient, que peut-être que je vais voir tous les 6 mois, mais dans ces 6 mois-là, ils seront allés voir d'autres personnes. Et c'est ok. Ouais. Parce que, encore une fois, comme j'ai une spécificité, ça veut dire qu'il y a des choses chez moi qu'ils vont pas trouver. Enfin, je sais pas encore quoi d'ailleurs, ça c'est bon à savoir, de savoir, c'est quelque chose que j'imagine. Non, mais en tout cas, c'est super intéressant. Je vais faire une petite synthèse et après on passera à la 3e partie. Mais en tout cas, du coup, toi, au départ, tu t'es lancé. Donc en fait, tu as un peu donné des cartes de visite chez des kinés, des salons, différents événements. Ensuite, tu as fait des salons. Petit à petit, tu as pu comme ça avoir quelques clients. Au final, quand tu as eu t'as eu aussi un camping, donc ça t'a permis. Le camping, du coup, c'était de manière récurrente. Oui, pendant plusieurs années sur la saison estivale. Donc c'est des gens qui viennent de partout mais que je vais retrouver d'une année sur l'autre. Plus, je vais clairement, soyons honnêtes, sur la saison estivale. Alors, au camping en particulier, parce qu'il y a aussi des domiciles dans des gens qui ont des maisons secondaires, etc. Ceux-là, on va les retrouver quasiment à chaque vacances. Mais il y a aussi, pour les étés, des gens qui viennent un peu partout. Ceux-là, on les retrouve... juste d'un été à l'autre, c'est déjà bien, hein, mais... Voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se dire que c'est des structures, des infrastructures où finalement, comme ils ont aimé ton travail, au final, toi, à chaque fois, à chaque saison, tu y retournes. Donc, c'est quand même un truc assez récurrent. Donc, c'est quand même intéressant de dire que c'est un levier aussi parce que tu as la saison d'été, tu parles des saisons d'hiver avec les sports d'hiver. Donc, tu vois, si c'est possible pour certaines personnes, de pouvoir aller dans des structures qui vont te faire appel à toi de manière récurrente, c'est intéressant. Du coup, tu as fait aussi Google My Business, tu as fait un site internet, donc Wix. Au fur et à mesure de tes clients, tu as repris pas mal de retours. Et j'imagine qu'avec tous ces éléments-là, tu as modifié un peu ton site, Google My Business, etc. Et donc, du coup, aujourd'hui, y a tous ces ajustements qui font plus envie aussi aux gens quand ils te trouvent par Internet. Et forcément, le bouche-oreille qui, au fur et à mesure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, tu t'es dit, en fait, je vais faire ce que moi, j'aimerais qu'on me fasse. Et là, il y a eu un déclic, quoi, tu vois. J'ai bien résumé? Oui, c'est ça. Ok, super. Écoute, merci beaucoup. On va passer maintenant à la 3e partie. Et on va voir un petit peu qu'est-ce que tu penses de la vidéo dans l'entrepreneuriat. Finissons ce podcast avec la 3e et dernière partie, l'impact de la vidéo. On passe maintenant du coup à la dernière partie. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir ton point de vue de
qu'est-ce que tu penses de la vidéo dans l'entrepreneuriat? Voilà, je suis moi dans la vidéo et je suis vraiment très curieux d'avoir ton point de vue et je veux vraiment de la transparence, c'est-à-dire que si vraiment t'es pas pour, dis-le et on va échanger de pourquoi. Et si t'aimes bien ça, tu vois, on va échanger aussi là-dessus. Mais vraiment, je demande vraiment aux gens d'être transparents là-dessus. Bon, je pense déjà savoir ton point de vue là-dessus. Mais voilà, qu'est-ce que toi tu penses de la vidéo dans l'entrepreneuriat? Alors je pense que la vidéo dans l'entrepreneuriat est assez nécessaire même. Au-delà d'être juste bien, c'est nécessaire. Nécessaire tout simplement parce que on va toucher des gens par notre façon de parler, notre façon de bouger, d'être. Ça, c'est vraiment pour notre personne à nous. Ouais. Mais après, pour ce qu'on propose, pour le savoir-faire, etc., c'est intéressant de montrer l'environnement, le contexte, le cadre, de vraiment faire ressortir et donner envie. Et je pense que ça, c'est hyper important. Ok. Et toi, tu as déjà utilisé notamment, est-ce que tu as déjà utilisé le format vidéo pour justement pouvoir trouver des clients, tu vois? Oui. Alors en fait, au départ, moi j'ai eu l'opportunité parce que j'avais reçu un prix, etc. Donc ils ont fait une vidéo sur qui j'étais, ce que je faisais, etc. Donc ils ont venu faire. C'était dans quel cadre ça? C'était le Rugby Club Aquitain. Ok. J'ai eu le prix coup de cœur du jury. Ok. Et puis donc effectivement ils ont fait une vidéo là-dessus sur qui j'étais et ce que je faisais. Ok. Et de me voir, je me suis dit ah ouais quand même. Ça reflète là où j'en suis maintenant et je trouvais ça hyper intéressant. Déjà, moi, de me voir, mais du coup, de pouvoir aussi me positionner, de me dire qu'est-ce qui peut transparaître pour les gens derrière leur écran, de ce qu'ils voient et comment ils ressentent les choses. Donc, j'ai aussi ajusté derrière ça. Okay. Je trouve que c'est pas rien. C'est une belle introspection aussi parce que ouais, c'est parler de soi, c'est réussir à expliquer ce qu'on fait. Et ça, ça a été un exercice aussi un peu difficile au début parce que justement, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on n'est pas aligné, qu'on veut tout couvrir, du coup, on fait du tout. Mais pour expliquer, on dit juste massage au final. Ouais. Alors que plus ça va, parce que du coup, la deuxième expérience vraiment très pertinente sur du montage de la vidéo pure, ça a été juste après le Covid. Ok. Puisqu'il y a eu ce temps de blanc, etc., que le gouvernement a sponsorisé des enveloppes j'ai pu me faire des petites vidéos et tout, ça a été vraiment sympa. Et pareil, j'ai vu le changement entre ce que je proposais au départ, ce que je propose maintenant, comment je l'explique, etc. Et c'est des vidéos que tu as mis sur quoi? Sur les réseaux J'ai mis sur les réseaux tout à fait, essentiellement Insta, publié, etc. Et puis du coup, c'était intéressant de voir les questions qui émergeaient derrière. Et je me dis, déjà, c'est-à-dire qu'il y a des trucs auxquels je n'ai pas répondu dans le petit film, mais ça reste pertinent et c'est hyper intéressant. Donc là, les vidéos, toi, t'ont permis d'avoir des questionnements, des retours, c'est ça? Des questionnements, des retours, des clients tout court qui conquis par la vidéo. Ça m'a donné envie de tester, je teste. C'est intéressant parce que c'est vrai que je ne l'ai pas abordé pour le coup, mais donc les réseaux sociaux, grâce avec ces vidéos, t'ont permis d'avoir des clients. Tout à fait. Moi, je suis pas une influenceuse. J'ai même énormément de mal à communiquer via les réseaux sociaux. Je pense que je suis pas comment dire, j'aime l'échange, je suis dans la communication mais concrète et réelle. Et du coup c'est vrai que c'est des formats difficiles pour moi de prendre le truc et de dire bonjour et de parler de ma vie ce matin-là. Mais tu t'es quand même rendu compte que avec cette vidéo que tu as mis sur les réseaux, il y a quand même eu du résultat, quoi. Il y a quand même un impact, ça c'est clair aussi. Parce que, encore une fois, on a tous des canaux différents. Il y a des gens, tant qu'ils ne m'ont pas au téléphone, ils ne viendront pas. Ouais. Des gens, oui, c'est peut-être ces vidéos-là sur Insta parce qu'on leur a parlé de moi, mais ok, ils sont allés voir eux-mêmes. Ah, j'ai vu votre site. Ça faisait longtemps que j'avais votre carte, j'ai eu votre site. Ça veut dire que tant qu'ils n'avaient pas vu mon site ou qu'ils n'avaient pas fait la démarche d'aller voir le site et de voir les photos et les vidéos, ils n'allaient pas m'appeler ou ils n'allaient pas venir. Donc je me suis aussi rendu compte que l'idée c'est de toucher des gens qui pourraient être intéressés, mais par quel canaux on les touche. En fait c'est ça, c'est les étapes, quoi. Une fois maintenant que moi je suis aligné dans ce que j'ai envie de faire, comment je fais pour toucher les gens? Il y a le bouche à oreille, certes, il y a les gens qui vont faire la démarche parce qu'ils ont de toute façon besoin, et puis il y a tous les gens qui ont ce canal-là d'être dans cette interactivité et d'avoir vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est important et nécessaire, c'est que
de rester totalement dans l'ombre complètement. Il y a un moment où ça s'essouffle aussi et c'est important du coup d'être un peu plus visible aussi. Bah, c'est important parce que c'est encore hier, j'étais à un événement, j'en parlais avec une personne, il y a ton produit, ton service que tu proposes, mais il y a qui tu es et c'est important que les gens puissent, à travers une vidéo, déjà avoir un aperçu de qui tu es, l'énergie que tu dégages, même la manière comment tu parles, comment tu te portes, parce qu'ils vont... Et ce que j'aime bien, c'est que c'est à double tranchant. Soit ça passe pas, soit tu dis, waouh, vas-y, je veux en savoir plus, je veux l'appeler parce que j'aime bien, tu vois. Et encore une fois, c'est OK, donc il faut aussi accepter d'être vu et de pas convenir à tout le monde. Ouais. Et ça a vraiment eu ça a été un turnover pour moi dans ma manière d'appréhender la vidéo, parce que c'est pour ça aussi que j'ai accepté d'être avec toi ce moment, parce que justement je trouve que c'est important et que je peux pas me cacher juste et me dire bon c'est cool, ok, c'est bon, ça diffuse bouche à oreille, ça suffit. Il y a un moment où ouais, c'est important d'être vu, c'est important de transmettre ce qu'on est, ouais. Et de poursuivre ça. Ouais, super. Et alors justement, à chaque podcast, ça ressort, parce que je pense que c'est vraiment universel. C'est ce que tu as dit, c'est que la personne, elle a eu besoin peut-être de voir ton site, de voir les réseaux. On dit de manière générale qu'il faut être vu 7 fois, et encore avec les réseaux sociaux, comme c'est encore plus rapide, c'est beaucoup plus de fois, mais les gens, ils ont besoin de te voir peut-être dans une vidéo, de lire un article, peut-être de te voir à un événement, et comme ça, d'avoir plein de te voir de manière récurrente pour se dire au bout d'un moment, ah ouais, ok. Et là, ça me fait... intéressant, ça me fait poser une question. Est-ce que tu as eu déjà des retours de personnes qui t'ont dit « Je t'ai vu pour la première fois à tel moment et je suis venu te voir peut-être 3 mois après ou 6 mois après ». Est-ce que tu as une idée du moment où ils te voient pour la première fois et le moment où ils se disent « Allez, je l'appelle pour prendre une séance avec toi ». Tu as cette info ou pas du tout? Il y a de tout, surtout. Il y a ces fameux 3 mois, il y a 6 mois, il y a même 1 an. J'ai même vu des gens pendant 2 ans, 2 ans et demi. Ok. Et puis, ils ont surtout du coup cherché parce que... C'est pas que mon nom est super difficile, mais enfin, s'ils l'ont vu qu'une fois et qu'ils surtout ils ont perdu la carte, ouais. Et qu'ils se disent comment je vais faire et tout. Après, j'ai de la chance d'avoir un parcours un peu atypique et que s'ils ont retenu rugby, ça peut aller plus vite. Ouais, c'est clair. Mais il y en a. Ouais, j'ai mis du temps à retrouver votre carte. J'étais là. Sinon, vous seriez venu avant. Ouais, mais j'ai cherché, mais j'arrivais pas. Hein. Donc peut-être qu'elle avait zappé l'info rugby et que du coup, elle savait pas comment me trouver. Surtout, comme je l'ai dit, j'ai quand même passé mes 3 premières années dans les Landes avant d'arriver dans le Pays Basque. Donc ça veut dire qu'il y a tout il y a plein de gens qui m'ont connu là-bas, qui savent même pas que j'ai bougé ici, qui m'ont perdu de vue, entre guillemets. Donc clairement, le fait d'avoir des vidéos, des reels et tout ça, on sait très bien que ça se partage des fois sans même que les gens soient abonnés, etc. Et à un moment donné, mais oui, je l'avais vu et ils y reviennent, bien sûr. Petite question que j'aime bien poser. Donc, ok, t'es vraiment pour le format vidéo. Demain, t'as budget limité. Tu peux faire ce que tu veux. Donc, vraiment, on est dans l'imaginaire. Tu peux faire ce que tu veux. T'as budget limité. C'est quoi, genre, la vidéo que tu ferais? Budget illimité. Tu fais ce que tu veux. T'as budget limité, décor illimité. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Ce serait quoi si tu devais faire une vidéo pour promouvoir ton activité, par exemple? C'est quoi que tu ferais, tu vois, genre si t'avais aucune contrainte, aucune limite, tu vois? Ok. Fais-toi kiffer. Ouais. Je pense que ce qu'on est en train de faire là, déjà, c'est pas mal en intro. J'y rajouterais du coup forcément un accueil de clients, d'aller au plus profond, de faire une séance, en fait. De vivre une séance, mais vraiment de l'immersion plus. Je trouve que ça, c'est le meilleur, mais en même temps, c'est pas évident dans une activité comme la mienne, parce que c'est le toucher qui fait aussi tout le reste. Mais de s'immerger dans l'environnement, déjà, ce serait fabuleux. Ok, super. Ok, écoute, maintenant, ce que je vais faire, on va passer sur les petites dernières questions. Ok. Est-ce que tu as... alors là, on va parler notamment de comment trouver ses clients. Hein, et comme tu dis que tu as quand même pas mal lu, pris d'informations, peut-être que tu auras des choses à partager. Mais j'aimerais que tu nous partages, je sais pas, une ressource, que ce soit un livre, un podcast, une vidéo, un article, peu importe, mais qui, toi, t'a aidé à peut-être
à mieux trouver tes clients ou à savoir comment trouver tes clients ou peut-être la bonne philosophie pour trouver tes clients, tu vois, est-ce que tu as une ressource à partager par rapport à ça? Il y a plusieurs livres de Laurent Gounel. J'ai pas tous les noms là en tête. Alors, dans le podcast précédent, Voilà, Laurent Gounel a été cité aussi. Il y a aussi les livres de Lise Bourbeau sur les 5 blessures. Mais ça, on est vraiment dans cette dynamique d'apprendre à se connaître. En fait, moi, je pense que c'est primordial même. Ouais. Au-delà d'avoir des techniques, là, on peut lire le Miracle Morning, etc. Mais au-delà même d'avoir ces outils-là, justement, bah, tout le monde va les lire. Donc, tout le monde va plaquer la technique pour avoir une super com. Mais en fait, non. Parce que du coup, avec ces techniques-là, pour moi, on attire le client d'opportunité. Mais le client qui est vraiment attiré par ce qu'on propose et ce qu'on est, bah, il passe par la capacité à se connaître soi-même et dire clairement... Moi, je suis capable de dire à des gens, je ne peux pas vous prendre parce que c'est parce que vous cherchez. Parce que tu te connais. Parce que je me connais. Si on fait du volume, après c'est un choix aussi, mais voilà, encore une fois. Donc, Lise Bourbeau, ça m'a aidé pour ça, parce que... d'extraire. Le Human Design, c'est tout bête, mais le Human Design aussi, c'est une approche qui permet quand même d'extraire un petit peu nos clés et nos fonctionnements. Fabrice Vidal travaille beaucoup là-dessus aussi. J'en ai beaucoup entendu parler, j'ai jamais pris le temps de le faire, ce serait intéressant parce que de ce que j'ai compris, ça permet vraiment d'apprendre à se connaître, mais vraiment quoi. Bah oui, parce que quand on est dans un environnement où qu'on essaye de plaquer à quelque chose qui ne correspond pas, bah le rendu il est pas top quoi. On va donner illusion, mais à un moment donné, faut pas se leurrer en fait. On a tous ce 6e sens là. C'est pas du surnaturel plus. On sent quand il y a un doute, il y a plus de doute. Ça tout le monde, on le sait. C'est juste qu'on a tendance à s'asseoir un peu dessus, les fameux red flags, etc. Enfin, il y a un moment où je le sens pas trop, etc. Bah si vous le sentez pas, c'est que c'est pas au bon endroit. Et du coup, ça va se faire dans les deux sens. Si vous n'êtes pas authentique, la personne, elle va sentir ça. Elle va le sentir. Vous avez posé vos mains dessus. Elle va le sentir. L'authenticité permet... Elle s'acquiert aussi parce que on arrive à se connaître. Je le répète. Et ça, c'est hyper... Les stages aussi, avec des personnalités inspirantes. J'ai fait beaucoup de... la méditation, ça permet aussi cette introspection, prendre ce temps-là de pause. Et surtout de l'autocritique, quoi. Il faut aussi se dire, mais qu'est-ce qui s'est joué là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que j'ai kiffé ou pas kiffé? Mais pourquoi j'ai pas kiffé? Mais parce que là, on m'a demandé un truc que j'aime pas. Et en fait, plutôt que de dire non, je l'ai fait, mais pourquoi? Parce que voilà, et ainsi de suite. Et ça, voilà. Plus on va aller dans quelque chose d'authentique et qui est juste pour nous, plus on va ventiler quelque chose qui est juste pour les autres. Ok, super. Là, j'ai donc ma prochaine question. L'idée, c'est que toi, tu vas poser une question pour le prochain intervenant, et moi, je vais te poser la question que l'intervenant d'avant m'a posée pour toi. Tu sais pas qui c'est, à chaque fois, les personnes ne savent pas qui passe après. Mais l'idée, c'est vraiment, toi, là, on parle notamment, justement, par rapport à trouver des clients, tu vois. Si toi, tu avais une question, ce serait quoi? Et le prochain intervenant, il va devoir y répondre. Alors, je suis un peu prise de court. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Ça peut être après plus philosophique, plus sur quelque chose par rapport à soi, tu vois. Trouver des clients, c'est de manière large, hein, tu vois. Ça peut vraiment, tu peux vraiment t'approprier la question, quoi. Moi, je serais curieuse de savoir avec... mais du coup, ça dépend de combien d'ancienneté a la personne qui va répondre à la question d'après. Hein, mais avec tout le recul, avec toutes les contraintes, tous les aléas, tout le bonheur qu'il y a aussi, mais au ratio, est-ce que tu es toujours OK du choix de l'entrepreneuriat? Ok. Donc, est-ce que tu es toujours OK quand tu dis du choix de l'entrepreneuriat, c'est du choix de son activité, ou est-ce que c'est du choix d'entreprendre de manière générale? Non, de son activité. Je pense que c'est l'activité. Ok. Elle est toujours OK avec son activité, c'est ça? Son activité, ouais. Toujours OK avec son activité ou l'entrepreneuriat même, enfin la formule, quoi. De faire son activité dans cette formule-là. Ok. Tu vois? Ok, d'accord. Est-ce que moi, par exemple, si je devais répondre à cette question, je l'ai choisi
d'être à mon compte et de faire ce que je fais. Mais je pourrais être dans un spa. Ouais. Mais avec du recul, oui, moi, ça me va, la Formule 1. Ouais, bien sûr. Parce que, voilà. Non, mais c'est super intéressant. C'est super intéressant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la question de la personne d'après. Je crois qu'elle est un peu challengeante en plus. Alors, attends, si je m'en souviens bien, je la reprends. La question. Comment on rebondit? Ah non, en fait, pour toi, elle est très bien au final. Comment on rebondit quand un prospect nous dit non? Pas forcément pour le récupérer, mais psychologiquement. Alors, c'est marrant parce que du coup, on en a un peu parlé, mais c'est vraiment quand une personne te dit, bah en fait, non, j'ai pas envie. Donc toi, dans ton cas, j'ai pas envie d'être massé par toi. Comment toi, tu rebondis derrière ça? Tu vois, est-ce que, bon, pour le coup, t'as un peu répondu, mais je pose quand même la question, est-ce que t'es effondré? Est-ce que t'es mal? Comment tu fais pour rebondir derrière ça? Ben, effectivement, on a pas mal répondu déjà, je pense, mais c'est clair que je le vis largement mieux maintenant qu'avant. Comment tu le vivais avant? C'est pas un problème. Mais par contre, effectivement, avant, c'est juste mon ego qui était touché. Hein. Mon ego, de me dire, mais sérieuse, elle, et pourquoi, et comment En fait, c'est de se dire, tant que j'avais pas évacué la dynamique de je peux masser tout le monde et que de ce que je propose, c'est pour tout le monde et que tout le monde devrait aimer ce que je fais, etc. Là, je le vivais mal, je le prenais pour moi. D'ailleurs, dans les lectures, on le redira jamais assez, mais les accords Toltec sont hyper intéressants. Parce que justement, il y a un moment donné, il y a un des accords qui dit ne rien prendre pour affaire personnelle. Ouais. Mais c'est juste OK, quoi. Parce que quand j'ai dit que j'ai continué à me faire masser, j'ai continué à échanger, j'ai fait plein de trucs qui me permettent, au bout d'un moment, aujourd'hui en tout cas, d'accepter que on peut pas convenir à tout le monde, parce que tout le monde ne me convient pas déjà. Ouais. Et c'est pas pour ça que la nana elle doit se mettre 6 pieds sous terre et fermer sa boîte. Surtout pas. Et j'ai une espèce de préjugé à dire la nana à chaque fois, mais il y a aussi des hommes qui massent, etc. Mais c'est OK, quoi. Il faut juste accepter ça. Ouais. Comment je pourrais dire ça? C'est aussi un enjeu sociétal pour moi que d'accepter la contradiction, que d'accepter... c'est pas un rejet de ma personne, c'est juste il y a quelque chose qui lui convient pas. Ça veut pas dire que elle a quelque chose contre moi. Et puis, encore une fois, c'est aussi parce que je suis dans ma vérité et que je suis très très juste que je déclenche des choses chez les gens. Et ça, j'ai commencé à l'accepter aussi. Ça, c'est très clair. Je sais que quand on est un peu bancal en face de moi, honnêtement, il y a quelque chose qui dérange. Donc, les gens vont s'éloigner. Donc, je sais aussi que quelque part, ça peut être quelque chose que... Rien que ma présence peut dégager chez elle quelque chose... Et lui faire dire il y a quelque chose de pas aligné chez toi. Ouais. Donc c'est OK. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. C'est en fait, et t'as raison, tu vas accepter que les gens te disent non à partir du moment où tu sais que toi tu veux pas plaire à tout le monde, tu vas faire ce que t'aimes, ce qui te plaît, et tu sais pertinemment que ça ne plaira pas à tout le monde. Et de ce principe-là, tu dis bah je sais que ça plaira pas à tout le monde, et donc du coup c'est OK qu'on me dise bah non, j'ai pas envie, ou j'ai pas envie de bosser avec toi, tu vois. Parce qu'en fait, le tout le monde, c'est vraiment le tout le monde qui va être aligné avec ce que je propose, hein. Parce que moi, je peux prendre tout le monde, de l'enfant de 10 ans à la personne plus au senior de 80 ans. Ouais. Je peux masser tout le monde. Maintenant, c'est vraiment dû à la personnalité, l'énergie que moi je dégage et que la personne dégage. Si on n'est pas raccord, c'est là que ça marche pas, hein. Quand je dis tout le monde, on peut pas plaire à tout le monde énergétiquement parlant, dans la sensation, dans ce qu'on dégage et dans ce qu'on propose. On peut pas plaire à tout le monde. Maintenant, je peux masser tout le monde au niveau de la tranche d'âge, au niveau de l'activité, voilà, ça peut être vraiment, c'est tout le monde, hein, le sportif comme le non sportif, la personne qui est pas sortie du tout mais qui va pas bien, j'en ai beaucoup des burn-out. Et le rassemblage, ce que je disais au tout début, c'est nécessaire aussi. Ceux-là, bien sûr, je peux les accompagner, mais il faut que la personne me sente. En fait, on est là-dessus. Toujours. C'est tout le monde, il se joue vraiment sur la sensation et l'intuition de cette personne-là me correspond, cette personne-là peut me toucher. Ouais, les personnalités qui vont vraiment se correspondre. Voilà. C'est pareil que je peux m'orienter vers un homme ou vers une femme. Il y a des femmes, elles seront toujours rebutées à l'idée de se faire masser par un homme, mais ça c'est propre. Il y a des nanas, mais
Ça leur passe au-dessus de la tête. Ouais. C'est juste, elles le regardent, c'est cool, ok, ouais, non, mais ok. J'ai entendu parler de lui, ça me paraît bien, je l'ai vu, je lui ai parlé. Non, franchement, il fait des trucs bien et tout. Évidemment, et c'est ok. Et ça, c'est juste, et c'est ça qu'il faut respecter. Et par contre, et respecter et accepter. De dire qu'il y a un moment, il y a quelque chose chez moi qui, dans la dynamique, ça veut pas dire qu'elle ira pas boire un verre avec moi. C'est pas là que ça se joue, justement, parce que les gens, ils prennent tout pour... Faut pas prendre tout pour... c'est pas dans ma globalité, c'est moi en tant que masseuse qui va peut-être pas lui convenir. Parce que peut-être elle est pas prête d'aller chercher autre chose, ou peut-être que juste ça lui va pas. Et c'est ça qu'il faut accepter, vraiment. Super, bah écoute, merci beaucoup. Et ma dernière question, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est quoi ton site internet? C'est quoi tes réseaux sociaux? Est-ce que tu as des événements? Où est-ce que tu masses? Voilà. Dis-nous tout pour qu'on puisse te retrouver. Moi, j'ai fait assez simple, j'ai pas créé de marque ou quelque chose comme ça. C'est mon nom, donc Kumiba Josuvi. Ça, vous allez me retrouver kumijo.fr sur le site internet, Kumiba Josuvi Instagram, Kumiba Josuvi Facebook. Je travaille au Colores Busy. 3 jours semaine, après je me déplace à domicile en fonction de la demande. Ok, voilà. Bah écoute, super. Merci beaucoup en tout cas, merci pour ta présence, merci pour cette énergie que tu dégages, je trouve que c'est super intéressant. Merci pour ton partage, c'était vraiment très très intéressant et enrichissant. J'espère vraiment que ça va plaire et que ça va donner des clés aux personnes qui vont l'écouter ou le regarder. Donc merci beaucoup à toi. Merci aussi à toi. C'était un plaisir et vraiment, encore une fois, écoutez-vous et soyez authentiques. Super. Bah, merci à vous d'avoir écouté ce podcast et puis l'Odyssée des opportunités. Et puis on se retrouve très vite dans un prochain épisode. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté ou visionné cet épisode jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il vous a aidé à adapter votre stratégie de prospection pour qu'elle vous corresponde au mieux. Si vous avez trouvé cet épisode utile, je vous invite à le partager autour de vous. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur YouTube et sur les plateformes de streaming audio. Et si vous avez des suggestions d'invités pour les prochains épisodes, que vous connaissez un entrepreneur qui a une manière bien à lui de prospecter, alors faites-le moi savoir. Et bien entendu, si vous avez besoin d'une vidéo pour votre entreprise, contactez-moi. Je serai ravi de transformer votre vision en une série d'images soigneusement orchestrées pour toucher le cœur de votre audience. C'était Aurélien Ibarart et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de l'Odyssée des opportunités.